Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un sommet sur l'intelligence artificielle et les médias se tient au Cameroun jusqu'à ce 6 mars. Cet événement de 2 jours, organisé par l'Union africaine de radiodiffusion, est consacré aux usages possibles de l'IA et aux enjeux que suscite son adoption. Bonne perspective de production pétrolière à l'horizon en Côte d'Ivoire, suite à des indices probants de présence d'hydrocarbures dans plusieurs blocs. Le gouvernement a donné son accord pour des négociations de contrats de partage de production. Détail à suivre dans cette édition. Et la capitale camerounaise Yaoundé accueille une conférence ministérielle sur le paludisme. Les représentants des 11 pays d'Afrique les plus touchés par ce fléau participent à ce conclave qui devrait déboucher sur une nouvelle feuille de route. Mais tout d'abord, au Sénégal, le rapport sur le dialogue national convoqué les 26 et 27 février a été remis ce lundi au président Macky Sall. C'est sur la base de ce document qu'il avait promis de fixer une nouvelle date pour l'élection présidentielle. Après l'annulation du scrutin du 25 février, l'élection devrait donc se tenir le 2 juin prochain si le président Macky Sall suit les recommandations de ce dialogue. Notons qu'au moment de recevoir le rapport, le chef de l'État a rappelé qu'il allait soumettre sa décision au Conseil constitutionnel pour avoir son avis sur la question. De son côté, l'opposition poursuit sa mobilisation pour exiger le départ du président le 2 avril prochain, date d'expiration de son second et dernier mandat. Parallèlement, l'Assemblée nationale étudie la loi d'amnistie proposée par le président la semaine dernière en Conseil des ministres. Également dans l'actualité, en Égypte, la peine capitale a une nouvelle fois été prononcée. 8 dirigeants des frères musulmans, dont Mohamed Badié, le guide suprême, ont été condamnés à mort le 4 mars. Tous sont accusés de violences commises en 2013 après la destitution du président Mohamed Morsi. D'autres condamnations à perpétuité ont également été prononcées à l'encontre de 37 autres accusés dans l'affaire dite des violences de la route Al-Nasr. Il est à noter qu'en 2022, l'Égypte a été le 4e pays au monde procédant au plus grand nombre d'exécutions selon Amnesty International. Les travaux du sommet de l'Union africaine de radiodiffusion axés sur le thème « L'intelligence artificielle, nouvelles frontières des médias africains » s'achèvent ce mercredi 6 mars à Yaoundé au Cameroun. Un événement dans l'air du temps puisqu'il intervient alors que l'adoption de l'intelligence artificielle par les médias débute en Afrique et suscite plusieurs enjeux tels que l'éthique et la réglementation. Le point avec Séverin Tougueux. Santé, finances, agriculture, élevage, gestion des forêts ou du climat, pas un seul secteur n'échappe aux technologies liées à l'intelligence artificielle de nos jours. Une technologie désormais incontournable au cœur de la transformation digitale dans laquelle le monde est engagé. Mais pour l'univers des médias, la technologie représente tout aussi un danger. Deepfake, clonage de voix et autres informations fallacieuses sont entre autres défis à relever avec l'avènement de cet outil. La question était au centre des discussions du sommet de l'Union africaine de radiodiffusion qui s'est ouvert le 4 mars 2024 à Yaoundé. Les médias africains ont sans plus attendre pris conscience des enjeux et qu'ils s'engagent à une réflexion stratégique sur ce sujet dans le cadre de ce sommet international de Yaoundé. Ils démontrent ainsi, s'il en était encore besoin, qu'ils ont compris leur rôle de critique sociale, mais aussi de défense et de promotion de l'identité africaine. Comment mettre à profit l'intelligence artificielle dans l'univers médiatique africain? Tel sera le fil conducteur des discussions qu'abrite le sommet de 3 jours qui se déroule sous le thème « L'intelligence artificielle, nouvelles frontières dans les médias africains ». Selon les experts, jusqu'à 90% du contenu en ligne pourrait être généré systématiquement d'ici 2026. Un flux important qui laisse planer le spectre de la propagation de la désinformation, véritable gangrène pour la stabilité des États africains. Malheureusement, l'Afrique se comporte plus en consommateur qu'en contributeur au développement de cette technologie.
Il est impératif de relever le défi que constitue l'IA. Mais on a tout à craindre, mais dans la mesure où j'ai la faiblesse de penser que l'intelligence humaine va toujours prévaloir. Je pense que si l'homme reste maître sans être absolument tributaire de l'intelligence artificielle, il n'y a que l'homme pour conduire ce processus-là, cette nouvelle révolution. Les travaux de ce forum international auquel prennent part des experts, universitaires et chercheurs, managers de médias et hommes de médias devraient déboucher sur l'élaboration d'une stratégie commune de l'IA en Afrique, à l'élaboration d'un cahier de propositions pour la contribution de l'Afrique à la création du code éthique de l'IA en cours de préparation et à la création de l'Observatoire africain de l'IA. Les indicateurs dans l'industrie pétrolière sont au vert en Côte d'Ivoire. Des indices probants de présence d'hydrocarbures dans plusieurs blocs pétroliers offshore ont été révélés par la société italienne Eni. Le gouvernement ivoirien a donc décidé de donner son accord pour des négociations de contrats de partage de production portant sur ces blocs pétroliers. Plus de détails avec Philomène Tine. L'annonce de présence probante d'hydrocarbures dans les blocs offshore CI 504, 526, 706 et 708 des mers ivoiriennes vient confirmer que le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire s'avère être fertile en termes de formation pétrolière et gazière. Au regard des perspectives annoncées à l'horizon 2027, la production du gisement Baleine, la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien, l'offre de pétrole brut aura atteint en Côte d'Ivoire 150 000 barils par jour. Cette capacité de production hissera ainsi ce pays ouest-africain au rang de producteur émergent qui revendiquera plus de 200 000 barils par jour. C'est en soi une très bonne nouvelle pour le pays et un très bon signal d'appel pour les investisseurs tant nationaux qu'extérieurs désireux d'y mener des activités d'exploration et production. Tout n'est en fait qu'une question de temps pour que ce pays faisant office de hub énergétique de référence pour la sous-région ouest-africaine déploie d'ici quelques années tout son potentiel pétrolifère et s'installe légitimement au rang des pays producteurs majeurs d'or noir. Selon les projections, le gisement Baleine devrait générer en 2026 près de 200 millions de pieds cubes de gaz pour porter la capacité nationale de production de gaz naturel à près de 430 millions de pieds cubes. Ce sera également une aubaine stratégique pour davantage améliorer la couverture énergétique du pays et susciter une embellie socio-économique durable via une politique de mixité énergétique. À l'instar de plusieurs autres pays africains producteurs de pétrole, il n'est point question de sortir de l'or noir car la Côte d'Ivoire sait l'exploiter dans des innovations de type net zéro émission de gaz à effet de serre. Pour rappel, la société Eni a démarré le 27 août 2023 la production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine situé aux eaux profondes dans le sud-ouest ivoirien. Les ressources du champ Baleine sont estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et 3 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Le potentiel agricole de la Guinée est considérable. Pourtant, l'agriculture ne représente que 25% du produit intérieur brut du pays, un taux bien inférieur à d'autres États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2021, le régime militaire a donc décidé de faire de ce secteur une des priorités de la transition, le but étant à terme d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les explications de Nabila Kamara. Bien que fixé comme prioritaire, l'autosuffisance alimentaire n'est toujours pas assurée et la Guinée continue d'importer de nombreux produits agricoles, notamment le riz. Avec des sols fertiles et des ressources en eau, le potentiel agricole de la Guinée est important. Depuis 2021, la Guinée a investi d'importantes ressources financières et suffisamment de moyens techniques pour mettre en valeur ses 12 millions d'hectares de terres arables. Cette année, il nous a été assigné de travailler pour accroître la productivité agricole. Et dans ce cadre-là, on a accompagné plusieurs programmes du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, notamment le programme des champions agro-pastoraux, à qui on a mis à disposition des tracteurs et des intrants agricoles.
Donc on a fait ces efforts-là cette année pour accompagner le secteur agricole, les principaux acteurs que je viens de citer là. Le secteur agricole présente une diversité agroécologique favorisant le développement de systèmes de production diversifiés. Outre la culture du riz, la région côtière par exemple est favorable à la culture de l'ananas. Le secteur est en plein essor, des initiatives privées se multiplient pour développer la filière qui emploie de nombreux jeunes Guinéens. C'est une nouvelle plantation que nous venons d'entamer et c'est une manière aussi de dire au gouvernement que nous sommes prêts à les accompagner dans l'élan positif qu'ils ont entamé, en insérant les jeunes dans le secteur agricole et en les motivant aussi de faire l'agriculture comme leur priorité. L'agriculture emploie 80% de la population dont elle assure la principale source de revenus. Au-delà des enjeux économiques et alimentaires, l'agriculture guinéenne doit aussi répondre à des enjeux de développement des territoires et relever de nombreux défis comme l'introduction par l'Inde de 20% sur les taxes d'importation du riz. Les 11 pays d'Afrique les plus durement touchés par le paludisme sont réunis en conclave ces 5 et 6 mars à Yaoundé au Cameroun pour une conférence ministérielle. Objectif affiché, évaluer les progrès accomplis dans la réduction de ce fléau et répertorier les défis qui persistent. Les réflexions doivent déboucher sur une nouvelle feuille de route. Les précisions de Séverin Douke. L'Afrique est la région du monde la plus touchée par le paludisme. Selon des estimations de l'OMS, le continent compte 94% des cas dans le monde en 2022. 12 pays, dont 11 en Afrique, concentrent 70% des cas et 73% des décès dus au paludisme, soit environ 171 millions de cas pour 446 000 décès enregistrés. Ces chiffres sont révélateurs de la nécessité de renforcer les stratégies en faveur de la lutte contre cette maladie infectieuse. L'une d'elles consiste à actionner l'application de la décision relative à une hausse du financement de la santé à 15% du budget des États africains. Malgré la mesure adoptée en 2001 par l'Union africaine, le financement de la santé reste actuellement autour des 10%. Pour actionner la mise en exécution de ces décisions, les acteurs de la société civile et les parlementaires mènent des réflexions à Yaoundé à l'effet d'aboutir à une multisectorialité de la lutte contre le paludisme. De s'assurer que nous avons leur appui en tant que représentants de communautés dans la lutte contre le paludisme dans les différents pays respectifs d'où ils viennent. Ils sont impliqués dans la mobilisation des fonds, dans l'allocation des budgets consistants au secteur de la santé et bien entendu au paludisme. Ils sont aussi impliqués dans la redevabilité de l'action gouvernementale pour s'assurer que les programmes de santé financés par les fonds domestiques, mais aussi les fonds des partenaires, sont mis en œuvre à temps et correctement. Il s'agit à travers ce forum de créer une synergie régionale pour améliorer le financement de la santé sur le continent et infléchir la courbe des décès dus au paludisme par une prise en charge plus significative. Il s'agit entre autres de la gratuité des soins et des moustiquaires imprégnés qui à nos jours demeurent le meilleur moyen de prévention contre le paludisme. En tant que parlementaires, que nous arrivions vraiment à faire de telle sorte que les engagements pris par souvent l'exécutif puissent être vraiment respectés dans les cadres budgétaires et que nous, au niveau budgétaire, nous essayons d'accroître la mobilisation des ressources, surtout au niveau domestique, afin de lutter vraiment contre ce fléau. Réduire le paludisme dans les pays les plus touchés par la maladie, c'est le thème autour duquel experts en santé publique, chercheurs, représentants d'organisations internationales et leaders de la société civile vont mener des réflexions qui devraient déboucher sur la déclaration de Yaoundé. La diversité culturelle était célébrée au Cameroun du 1er au 3 mars. La 6e édition du festival culturel Madiba a été organisée sur les berges du canton de Ouri-Bouélé, dans le département du Nkam. Cet événement a été rythmé par les performances artistiques et culturelles du terroir Sawa. Plus de détails avec Narcisse Oum. Un bouquet culturel, un banquet artistique, un cadeau festif à facettes multiples. L'argent de souvenirs est plein pour toute personne ayant pris part au 6e festival Madiba, le festival de l'eau. L'événement initié par Sa Majesté Narcisse Molekombi, chef traditionnel de Bonanja Sika Bonjo, a été marqué par une série de rites propres à la culture Sawa, notamment les rites de l'eau, du feu et de purification à l'univers et de communication avec les ancêtres au rythme des tam. Nous sommes nés dans l'eau. Si nous honorons l'eau, c'est notre coutume, c'est-à-dire c'est notre nature.
L'eau est très précieuse pour nous. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui vit. Lieu d'échange et de partage, de communion et de convivialité, ainsi que de célébrations de vivre ensemble cordial et harmonieux, le Festival Madiba était le théâtre de diverses performances artistiques et culturelles, expressions riches et variées du terroir Sawa et du reste du Cameroun, apportées par des groupes de danse Massa, Mosgoum, Asiko, Bamoun pour ne citer que cela. Une cohésion mise en lumière par un chant de communion, hymne de la paix et de l'unité entonné par un groupe de déplacés internes. Au terme du festival, les chefs traditionnels à travers divers rites et symboles ont rendu hommage au président de la République du Cameroun. La première leçon est liée à la pertinence, à l'éloquence du concept cher au président de la République, son Excellence Paul Biya, et développé dans son ouvrage pour le libéralisme communautaire, les universaux culturels. Ces universaux culturels qui sont les moteurs du développement, les vecteurs de la solidarité, de l'unité et de l'intégration de notre pays. Le festival Madiba se déroule chaque année sur les berges du Vorinkam de Bona Siko Bonjo, dans le canton Vori-Bouélé, arrondissement de Yabassi. Vitrine de la culture et du savoir-faire patrimonial Sawa. Le festival Madiba se veut aussi un creuset de vivre ensemble qui caractérise le département d'Unkam et le Cameroun dans sa globalité. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.